matin de France Culture, Guillaume Erner. Le 5 octobre 2017, un article paru dans le New York Times fait trembler le monde du cinéma. Harvey Weinstein, producteur reconnu, respecté à la tête de Miramax, qui a notamment produit Pulp Fiction, Scream ou Bridget Jones, est accusé d'agression sexuelle par plusieurs actrices. 5 jours plus tard, une enquête du New Yorker menée par Ronan Farrow confirme le mode opératoire du pont d'Hollywood avec toujours plus de témoignages. Et c'est le début d'une déflagration mondiale. En quelques jours, le hashtag MeToo, lancé par l'actrice Alyssa Milano, libère la parole des femmes bien au-delà des États-Unis et du milieu du cinéma. Et le sujet des violences sexuelles et sexistes devient le centre de tous les débats. 5 ans plus tard, que reste-t-il de ce mouvement ? Comment a-t-il transformé nos sociétés ? Bonjour Irène Théry. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialisé dans la sociologie du droit, de la famille, de la vie privée. On vous doit de nombreuses études autour de ces thèmes et vous venez de publier, moi aussi, La nouvelle civilité sexuelle aux éditions du Seuil, comme l'indique le titre. C'est un bilan de ce MeToo, un bilan qui est circonscrit à la France hexagonale. S'agit-il, selon vous, Irène Théry, d'une évolution ou d'une révolution ? Les deux, mon général, parce que d'un côté, MeToo est une évolution par rapport à un mouvement entamé dès les années 70. Donc, de ce point de vue-là, c'est une nouvelle étape, mais ça n'est pas une révolution. Dès les années 70, le mouvement féministe a posé la question des violences sexuelles. Le procès d'Aix 1978 a eu énormément d'écho du fait de Gisèle Halimi. Il faut que je me rapproche du micro, c'est ça ? Non, rappelez-nous le procès d'Aix. Le procès d'Aix 78, 2 femmes sont violées dans les calanques de Marseille. C'est par des hommes qu'elles avaient repoussés et qui avaient considéré qu'ils devaient faire une expédition punitive contre elles. Ce procès a été très important car Gisèle Halimi en a fait le procès du viol. Elle a voulu montrer la dimension sociale de cette question et grâce à ce procès, une définition du viol qui était déjà un crime a été inscrite dans la loi française, une définition plus large que celle qu'il y avait avant. Ce qu'on ne sait moins, c'est que, et que je raconte dans le livre, c'est que dès ce moment-là, dans la plaidoirie de Gisèle Halimi, ce qui est mis au centre, c'est la question du consentement. Donc les questions sont posées d'emblée, et en particulier la question du fait que les mises en cause, en général, disent, eh bien, elle consentait. Et une fois et c'est ce qui s'est passé dans ce procès. Et une fois qu'ils disent elle consentait, les victimes se retrouvent en position d'accusé. Et il y a une sorte d'usage dévoyé, on va dire, de la présomption d'innocence, au sens où elle peut devenir finalement l'allié d'un pas vu, pas pris, dans des crimes ou des délits qui se font en général sans témoin. Donc ces questions sont posées donc depuis très longtemps. Et je dirais qu'elles participent d'une révolution, donc pour répondre à votre question, mais qui n'est pas simplement la révolution sur la question des violences sexuelles, qui est ce que j'appelle la 3e révolution du consentement, c'est-à-dire ce qui se passe quand une société qui a toujours vécu sur un principe de complémentarité hiérarchique des sexes, avec des changements dans l'histoire que je rappelle et qu'on ne va pas reprendre ici, qui, pour la première fois, donc, veut vivre sur un principe d'égalité des sexes, recompose en fait les règles, les règles sociales de ces échanges sexuels. Donc c'est une révolution du consentement et dans cette révolution, il y a aujourd'hui une nouvelle étape parce que effectivement MeToo prend en charge, les jeunes féministes de MeToo prennent en charge des questions que ma génération, j'ai fait partie du mouvement féministe des années 70, je le raconte aussi dans le livre, ma génération n'avait pas pris en compte tout à fait. Et elles ont donc, de ce point de vue-là, fait faire un changement qualitatif à ce débat. Donc, à la fois révolution, mais entamée depuis 50 ans, ce n'est pas une nouvelle révolution MeToo, et évolution, nouvelle étape dans cette édification d'une nouvelle civilité sexuelle. Mais justement, vous parlez de vous dans ce livre, Oui. Irène Théry. On n'est pas habitué d'ordinaire, on vous lit en tant que sociologue. C'est un livre de sociologie, mais c'est un livre aussi où vous livrez un témoignage. Vous avez été victime d'une agression sexuelle à l'âge de 8 ans et vous analysez ce que cette agression a fait sur vous, ce qu'elle a changé en vous, ce que vous avez décidé de dire et de taire surtout. Si j'ai parlé de cette agression, c'est principalement parce que j'ai fait l'expérience, et d'ailleurs en direct à la radio, du fait qu'il est très difficile de raconter une violence sexuelle qu'on a subie. J'en ai fait l'expérience parce que j'avais pensé
me solidariser avec MeToo simplement en écrivant moi aussi sans en dire plus. Puis quand j'ai été amenée à en dire plus, eh bien j'ai fait l'expérience que c'est très difficile d'en parler. Et donc tous ceux qui voient dans cette libération de la parole une sorte de mouvement où on se lâche en quelque sorte, n'ont aucune idée de ce que ça représente pour les victimes, qu'elles soient des hommes, des femmes, des enfants, de livrer publiquement le récit d'une violence sexuelle qu'on a subie. On passe par-dessus la difficulté pour témoigner en fait d'une expérience qui n'avait pas de place dans ce que moi j'appellerais le récit social ordinaire, c'est-à-dire la façon dont une société se rend compte à elle-même de ce qu'elle est. Il n'y avait pas de place pour ces violences sexuelles subies dans l'intimité, dont on avait honte, etc. Et donc on a transformé récit après récit en s'engageant, on va dire, contre soi-même, parce que c'est difficile de parler, on a transformé une question individuelle qui était souvent renvoyée du côté de l'intime en une grande question sociale et politique. Et ça, c'est MeToo. Mais alors, quand est-ce que vous avez décidé justement d'en parler, Irène Théry? Parce que vous êtes une sociologue reconnue. Et justement, on se dit que si pour vous cela a été difficile de le dire, pour d'autres femmes, cela doit l'être bien plus encore. Quel a été le déclic? Le déclic, c'est une réflexion sur la façon dont la parole des femmes est prise en compte aujourd'hui. Et en fait, dans ce livre, j'ouvre ce livre sur la question, sur le récit de cette agression que j'ai subie, mais je vais plus loin, c'est-à-dire que chaque chapitre est doublé d'un témoignage en première personne. Et ce témoignage en première personne, pourquoi est-ce que j'ai éprouvé le besoin de l'écrire alors que je n'ai jamais parlé de moi ? Eh bien parce que justement, comme je vous le disais, dans le récit social ordinaire, il y a des expériences qui n'ont pas leur place. Et donc la seule façon dont on peut les transmettre, c'est par le témoignage personnel. Et mon témoignage personnel, eh bien, il concerne certainement la sexualité, mais pas seulement. Il concerne l'expérience d'être une femme qui éprouve pendant une carrière entière, on va dire, la façon dont il est encore difficile de s'exprimer et d'être respecté, que votre parole ne soit pas victime de la condescendance masculine. Donc, mon ennemi, c'est la condescendance masculine, cette forme masculine de la bêtise. Alors justement, j'allais en venir là, puisque donc vous êtes sociologue, donc vous avez mené une carrière à l'université, vous avez ressenti la condescendance des hommes. Non, je ne dirais pas ça. J'ai d'abord rencontré beaucoup d'hommes qui sont tout à fait des hommes qui partagent les idéaux d'égalité, qui respectent les femmes. Moi, je ne fais pas de généralité sur les hommes. Je m'oppose même à toute la logique identitaire qui va dire les hommes, les dominants, les dominés, les hommes, les femmes, etc. Donc, je pense que nous vivons un changement et que beaucoup d'hommes partagent ces valeurs d'égalité et ont transformé leur rapport aux femmes. Mais il y a aussi des hommes, c'est vrai sur les questions sexuelles comme sur les questions ordinaires de l'échange d'interlocution, qui considèrent que les femmes sont des personnes de seconde zone. Bon, le deuxième sexe, finalement, moi je ne suis pas beauvoirienne dans le sens de l'existentialisme, mais c'est un très bon terme. Mais alors, Voilà. justement, parce Être que de deuxième zone. Pardon, je vous ai coupé, mais Oui, parce que oui. moi j'allais reprendre les mandarins de Beauvoir, et Oui. justement, vous avez dû quand même en rencontrer des mandarins, puisque les mandarins, comme le titre l'indique, ce sont justement des hommes à l'université. C'est pas les mandarins qui sont forcément le principal problème. Ce sont les hommes qui considèrent qu'ils peuvent tout se permettre avec vous. Dans mon expérience, ce n'était pas spécialement des mandarins qui s'en sont pris à moi. J'ai plutôt eu l'expérience de conflits avec des personnes qui étaient puissantes, mais qui étaient puissantes au sens politique, plus qu'au sens universitaire, etc. En gros, pour dire les choses simplement, il y a deux façons d'aborder aujourd'hui la question du masculin, du féminin, etc. Moi, je m'inscris dans une très ancienne tradition, je me rappelle Mauss, c'est-à-dire celle qui construit un regard distancié par la comparaison historique, anthropologique, etc., et qui se centre sur la question des relations, des systèmes de relations, des institutions. Et puis, et ça existe, c'est très important. Et puis, il y a une autre école, on va dire, qui est un peu centrale aujourd'hui dans ce qu'on appelle les studies aux États-Unis, qui sont des studies thématiques, qui, à la différence de nos études classiques, où on essaye toujours de distinguer, on va dire, la construction d'un regard scientifique au sens des sciences sociales de l'engagement militant, ce sont au contraire des studies qui considèrent qu'il est très important
qu'il n'y ait pas de coupure entre l'engagement militant et les sciences sociales, et qui valorise principalement le discours militant. Et donc, eh bien, quelquefois, il y a des difficultés entre les deux. J'ai expérimenté ça pendant 25 ans, et donc je raconte ma version en première personne, parce que cette version n'a pas encore aujourd'hui de place dans notre discours social commun. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé, Irène Théry? Alors on peut même remonter avant, puisque disons que les premiers ouvrages féministes, alors c'est un long débat pour les dater, mais si on considère par exemple qu'il y a eu une production telle quelle dans les années 60, pourquoi tant de temps pour aboutir à ce changement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est finalement le laps de temps normal qu'il faut à une société pour évoluer, pour voir peut-être ses valeurs changer? Parce que j'ai l'impression que les valeurs même changent. Vous parlez du consentement, par exemple. C'est devenu une valeur, alors qu'auparavant, c'était un terme peu employé. Alors je dirais que 50 ans à l'échelle de l'histoire, c'est pas beaucoup. Et on a plutôt le sentiment d'un changement assez rapide quand on fait ce que je fais, c'est-à-dire qu'on prend le temps de revenir sur l'histoire longue, de donner à voir ce qu'était la civilité sexuelle traditionnelle, celle de l'ancienne société avant la Révolution française, puis celle qui est entrée en vigueur, on va dire, avec le Code Napoléon et qui a duré tout le 19e siècle, une grande partie du 20e siècle. Quand on a ce recul, on se dit, il n'y a pas une révolution toutes les 5 minutes, il y en a eu 3, je pense, principales depuis les débuts du christianisme. Donc 50 ans, c'est court. Et, si vous pouvez nous les rappeler juste en quelques mots, Irène. Alors, moi je pars du fait que le consensualisme chrétien, c'est une façon de mettre au centre la question de la valeur du consentement au mariage. Le consentement au mariage est une réponse à la question du péché de chair, à la façon dont la concupiscence est vue par le christianisme des premiers siècles comme le signe de la nature déchue de l'humanité. Donc, soit par la virginité, la continence, le célibat, soit par le consentement au mariage. Donc, le mot consentement est déjà très important. On peut sauver son âme. Donc, soit on n'a pas de sexualité, soit on en a une, mais elle est dans les règles de ce qui vont permettre de n'être qu'une seule chair. Bon, on peut sauver son âme. Première révolution, je dirais, au XVIe siècle, après les guerres de religion, etc., la Réforme, le moment où le royaume de France s'oppose à l'Église de Rome et dit attendez, autour de la question du mariage, il n'y a pas simplement l'enjeu de sauver son âme, de l'au-delà, il y a quand même des enjeux de l'ici-bas. Le mariage, c'est aussi la pépinière de l'État, le cœur de la société civile. Et donc, vous avez peut-être dit le roi de France à l'Église était trop loin parce que vous ne cessez d'entériner des mariages qui se sont faits sans le consentement des parents. Et donc, vous venez mettre le trouble en valorisant en quelque sorte des mésalliances. Donc, première grande révolution, le moment où à travers ce que je raconte dans le livre, qu'on ne pourra pas développer là, mais l'invention du rapt de séduction, qui est une très belle invention, où on dit que la fille séduite par blandice et allèchement n'a pas plus de consentement libre que la fille ravie par force. Donc il y a un viol, on va dire, physique, et puis il peut y avoir un viol justement où on arrache le consentement psychologique, où il est extorqué. Donc à travers ça, au fond, se fait un premier palier vers la sécularisation de l'enjeu du mariage et à travers ça de l'enjeu de la sexualité. Mais la traduction, c'est un mariage pacte de famille soumis au consentement des parents. Puis, dans un deuxième temps, Révolution française, critique du mariage pacte de famille, et on revalorise le consentement des époux dans un mariage d'amour réhabilité, mais l'amour n'est pas simplement ce sentiment qui peut vous prendre, il est aussi perçu comme ce qui peut être un facteur d'ordre social. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas assez, je crois. C'est-à-dire l'idée des Lumières, et en particulier de Rousseau, c'est que le consentement, c'est ce qui va fixer le désir sexuel sur un seul objet. Et donc se met en place à ce moment-là une autre approche où on va opposer, disons, une sexualité de type animal, je mets tous les guillemets qu'il faut, des pulsions, qui est une sexualité déshonorante et qu'on va souvent attribuer justement au bas peuple, au peuple colonisé, aux saltimbanques, aux fous, etc. Et puis une sexualité honorable où tout c'est pur et sans oubli quand la sexualité est vouée au mariage et à la procréation. Et donc cet ordre sexuel matrimonial, c'est important d'avoir en tête que jusque dans les années 1970, c'est donc très récent,
il est organisé sur l'idée, premièrement, il y a 2 sexualités, une honorable dans le mariage et une qui est vicieuse, mais qui est pour le plaisir en dehors, que cette coexistence des 2 est assurée par une double morale sexuelle homme et femme, c'est-à-dire les femmes honorables doivent n'avoir de sexualité que dans le mariage. Pour les hommes, la sexualité hors mariage est nécessaire parce qu'ils sont supposés avoir une sexualité de conquête qui fait qu'ils doivent absolument aller, excusez-moi d'être vulgaire, se vider ailleurs. C'est un mot de Proust, hein. Se vider ailleurs. C'est un mot de Proust dans une lettre à son grand-père où il lui demande 13 francs pour aller au bordel. Donc, ça veut dire c'est ordinaire cette disparité. Et donc, une division des femmes en 2, les femmes honorables et les prostituées, les catins. Donc cet ordre sexuel matrimonial, il nous concerne encore pourquoi ? Parce qu'il a construit l'idée, en fait, d'une sous-responsabilité des hommes dans la vie sexuelle. Leur sexualité expansive, dominatrice, le fait que pendant très longtemps, en dehors du mariage, on a interdit la recherche en paternité, ce qui voulait vraiment signifier que seules les femmes devaient porter la responsabilité, la honte, les effets de ce qu'on appelait la bâtardise de leurs enfants. J'en parle parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, hein. Et donc une sous-responsabilité des hommes, une sur-responsabilité des femmes. Mais alors, Eh bien, le sujet d'aujourd'hui, c'est d'en finir avec cette sous-responsabilité des uns et cette sur-responsabilité des autres. l'autre élément, l'autre étape extrêmement importante sur laquelle d'ailleurs vous avez travaillé, Irène Théry, c'est le démariage. C'est-à-dire que cette institution qui était centrale dans la régulation de la société, dans la régulation de la sexualité, est une institution qui progressivement s'efface, ou en tout cas n'est plus évidemment un passage obligé sur le plan du regard social. Qu'est-ce que ça change ? Alors, le fait qu'aujourd'hui, se marier, ne pas se marier, se démarier, soit devenu une question de conscience personnelle, je montre que c'est profondément en rapport avec justement la valeur d'égalité des sexes. C'est au fur et à mesure que les femmes ont été vues comme des interlocutrices. Et vous voyez, nous revenons à la question de la parole des femmes, de l'interlocution, de la conversation, qui est au centre de mon livre. Quand les femmes ont été vues comme des interlocutrices des hommes, il était plus possible de considérer, si vous voulez, qu'une fois qu'on était marié, on était marié à jamais, il n'y avait qu'une seule voix en quelque sorte, la voix du mari qui devait l'emporter. Donc il y a un rapport, c'est pas l'individualisme qui a fait qu'on s'est moins marié ou qu'on a plus divorcé. C'est d'abord, je crois, l'idée que un nouvel idéal du couple a surgi, que moi j'appelle l'idéal du couple duo. Hein, non plus comment avec 2 ne faire qu'un, mais comment avec 1 et 1 faire 2 voix. Et cela va concerner aussi bien le couple hétérosexuel que le couple homosexuel. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Irène Théry, vous publiez moi aussi La Nouvelle Civilité Sexuelle. C'est votre livre publié aux éditions du Seuil. Nous aurons l'occasion, par exemple, d'évoquer la dimension politique du mouvement MeToo. C'est une dimension qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité, mais c'est aussi le signe, ou en tout cas l'illustration d'un des thèmes, d'un des slogans de cette révolution, le privé et politique. MeToo, 5 ans. Déjà, c'est une journée spéciale sur l'antenne de France Culture. 8h. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. 5 ans après MeToo, nous sommes en compagnie de la sociologue Irène Théry, laquelle publie moi aussi La Nouvelle Civilité Sexuelle aux éditions Seuil, puisque Jean Lémarie vient de nous délivrer son billet politique. Il y a du MeToo dans la politique avec, disons, différents débats au sein de cette question du MeToo. Irène Théry, j'ai sous les yeux par exemple le Parisien du jour avec le cas de Julien Bayou. Bayou et Rousseau s'ignorent, est-il dit dans le Parisien, accusé de violence psychologique par son ex-compagne, l'ancien patron d'Europe Écologie Les Verts. Julien Bayou a fait son retour sur les bancs du Palais Bourbon. Et après plusieurs jours dans la tourmente, il est passé, nous dit le Parisien, en mode contre-attaque. Il a choisi de le faire à son retour à l'Assemblée après avoir fait l'impasse mardi après-midi, salle des 4 colonnes. Les journalistes l'attendaient et ils ont pu voir un homme pugnace qui considérait que sur cette question, Sandrine Rousseau, d'autres au sein de son parti étaient allés trop loin, et qu'on avait
confondu autour de la question du consentement, autour de la question du MeToo, autour de la question donc de la vie privée et de la vie publique, qu'il y avait là une confusion et peut-être un excès de ce que provoque ce mouvement. Qu'en pensez-vous ? J'en pense d'abord qu'on va d'une affaire à l'autre. Ça fait même 5 ans que ça dure. Et ce que j'ai essayé, et donc chaque fois qu'une nouvelle affaire arrive, on a un sentiment de malaise parce que le sentiment de ne pas arriver à se retrouver tout à fait dans les termes dans lesquels est posée cette polémique. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de proposer de mettre à distance toutes ces polémiques en proposant plutôt une méthode pour essayer de comprendre quels sont les enjeux. Et en particulier sur MeToo, il me semble qu'il y a une question qui est posée depuis le début, c'est qu'il y a 2 côtés à MeToo. D'un côté, MeToo, c'est la dénonciation de délits et de crimes graves, d'agressions et de viols. Et donc c'est un aspect énorme et c'est un continent de violence sexuelle qui a été mis au jour concernant les femmes mais aussi les enfants. Et puis, il y a un autre côté à MeToo depuis le début, qui est qu'il s'agit de repenser, on va dire, la civilité sexuelle ordinaire pour tout un chacun, indépendamment de tous les enjeux de tous les enjeux de délits et de crimes. Comment, finalement, on s'organise les uns avec les autres ? Quelle est la règle du jeu aujourd'hui ? Eh bien, dans la dernière affaire que vous citez, on a effectivement une sorte de choc entre, d'un côté, des enjeux qui concernent la civilité sexuelle ordinaire et qui sont traités comme si l'enjeu était de dénoncer publiquement des délits ou des crimes. Donc là, on a vraiment le choc, vous voulez, de l'incompréhension de l'ensemble des dimensions de MeToo. Mais surtout, ce que je dirais, c'est que ces polémiques, elles sont instrumentalisées politiquement aussi. On voit bien que là, il y en a qui sont très contents de voir LFI, les Verts, en train d'avoir donné le sentiment qu'ils se sabordent tout seuls. Mais souvent, ça empêche, de mon point de vue, de mettre l'accent sur d'autres choses qui sont peut-être beaucoup plus importantes que ces polémiques. Alors, on va évoquer ces choses-là, Irène Théry, mais est-ce que finalement, l'affaire Bayou, si on prend du recul, ça n'est pas l'une des conséquences d'un slogan que j'aimerais que vous m'expliquiez et qu'on interroge, le privé est politique? Parce que si le privé est politique, dans ce cas-là, ces civilités, cette nouvelle civilité sexuelle, c'est le sous-titre de votre ouvrage, devient une question politique. Non, mais le privé et politique, c'est un mot d'ordre qui date du féminisme des années 70 et qui consistait à dire toute une part de la vie sociale que vous n'avez pas voulu examiner dans sa dimension sociétale parce qu'on disait c'est du privé, ou bien par exemple, concernant ce qu'on appelle aujourd'hui les féminicides, quand on disait c'est des crimes passionnels, ou bien je repense à un livre de Leila Sebar des années 70 sur les meurtres qui s'appelait On tue les petites filles. Il faut sortir ces affaires uniquement des scandales individuels, montrer leur dimension sociale. Donc ça, c'est pas un problème. Ce qu'on appelle la vie privée est un domaine où, après tout, la justice est toujours entrée quand elle s'y autorise. Mais la défense de la vie privée, la notion de vie privée, c'est une notion cardinale pour une société démocratique comme la nôtre. On n'est pas une société où on a une autorité qui vient fouiller les consciences, regarder, etc. Et donc, il faut être autorisé à entrer dans la vie privée. Donc, effectivement, quand on dit le privé est politique, ça ne veut pas dire qu'on se moque des valeurs fondamentales de la démocratie. Et donc, dans ce livre, je montre qu'on peut très bien soutenir MeToo tout en défendant à la fois un crédit de véracité pour les plaignantes et la présomption d'innocence pour les mises en cause, tout en respectant la notion de vie privée, la distinction entre les affaires qui ne concernent pas la justice, celles qui les concernent, etc. Mais alors, est-ce qu'on peut faire un distinguo, Irène Théry, entre, par exemple, les crimes? Les crimes, ils sont du domaine public au sens où le droit dit la sociologie, dit Durkheim, par exemple, c'est précisément ce qui est dans la dimension publique de la vie, tandis que la morale, elle est en tout cas précisément à l'époque actuelle, c'est-à-dire l'époque postérieure au mariage comme inscription de la vie conjugale, ce que vous avez étudié dans vos différents ouvrages, Irène Théry, c'est quelque chose qui relève de la morale, donc du privé, donc du choix des individus. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je parle d'une civilité sexuelle. C'est-à-dire la civilité sexuelle, c'est quelque chose qui est social. Ce sont des règles du jeu, des systèmes d'attente, des mœurs qui font que on va et vient dans la société en s'attendant à quelque chose de la part d'autrui. Donc, je ne renvoie pas tout ce qui concerne la civilité sexuelle justement uniquement à l'individu.
Mais la question, c'est de savoir comment nous savons parler et comment nous savons prendre en compte les changements de nos propres mœurs. Et je parle ici en dehors de la question des agressions sexuelles et des viols. Et je pense qu'il faut avoir, quand on a conscience de l'ampleur de cette révolution, on sait qu'un changement des règles, c'est quelque chose qui est toujours assez dangereux, on va dire. Le changement des règles, ça suscite des passions, et en particulier des passions de purification, des façons de désigner des boucs émissaires qui sont très dangereuses. Et je voudrais vous parler, si vous avez une seconde, d'une affaire qui est passée complètement à l'as, parce que justement, les médias n'ont fait que répéter depuis 8 jours les mêmes sujets. C'est une affaire qui concerne l'opéra, le monde du chant lyrique. Une soprano, Chloé Briot, porte plainte contre un baryton qu'elle accuse d'agression sexuelle sur scène pendant un opéra dans lequel ils doivent mimer un acte sexuel. Elle l'accuse d'avoir profité de cela pour une agression sexuelle. Lui-même se défend et l'attaque en dénonciation calomnieuse en disant qu'il n'y a eu aucun problème. Or, récemment, le procureur de Besançon a fait une conférence de presse pour expliquer en long et en large la raison pour laquelle il proposait un non-lieu, enfin une relaxe. Une relaxe, c'est pas une relaxe, c'est qu'il n'ouvrait pas l'affaire, aussi bien pour la plainte de la soprano que pour celle du baryton. Et donc ce qu'il dit, c'est que ça qui est intéressant, c'est qu'il dit, en fait, dans l'affaire, il n'y a eu aucune faute, je ne veux pas raconter tout, il n'y a eu aucune faute du baryton qui n'a pas voulu agresser et qui n'a la soprano, et on peut le montrer parce que justement, on sait à quel moment elle s'est plainte au metteur en scène Joël Pomera et comment il a réagi, et tout a été filmé, donc pour une fois, on a les éléments. Mais il dit également qu'elle n'avait pas l'intention de lui nuire ou de le calomnier, qu'elle avait véritablement ressenti un malaise. Et comment est-ce qu'il conclut les choses ? Il conclut les choses sur 2 points importants. D'une part, il dit, finalement, ce que cette affaire montre, c'est qu'il y a un problème social, c'est que dans les arts vivants en France, on n'a pas ces coordonnatrices ou coordonnateurs d'intimité qui veillent sur les questions sexuelles, au confort des actrices et des acteurs. Et on pourrait citer bien des cas où des actrices se sont plaintes de la façon dont des metteurs en scène au cinéma ou ailleurs les traitaient quand il fallait faire des scènes de sexe. Donc là, c'est un problème social. Nous devrions effectivement mettre en place ce genre de choses. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que quand il y a eu cette plainte, on a donné une grande publicité et vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire dès lors que maintenant il y a une plainte, il y a une réaction de purification collective, d'ouverture de parapluie, etc. Et comme Roselyne Bachelot en avait rajouté une louche, si je peux dire, à propos de cette affaire, eh bien ce qui s'est passé, c'est que ce baryton, dont aujourd'hui on dit qu'il n'a rien fait, eh bien il a perdu tous ses contrats et sa carrière internationale a été terminée et il est aujourd'hui aide-soignant dans un EHPAD. Alors ça, j'aimerais bien qu'on s'y intéresse à France Culture plutôt que de répéter toujours les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Occupez-vous et occupons-nous de ça. Ça nous concerne. C'est nos propres réactions de tiers, on va dire, qui sont les spectateurs. Et ces ouvertures de parapluie, ces désignations, ces purifications collectives sont extrêmement dangereuses pour la démocratie. Alors, puisque vous êtes en face du micro et que vous dites que les journalistes ne parlent pas assez des sujets qui vous paraissent importants, je crois que vous voulez évoquer une deuxième affaire, Irène Théry. Alors, c'est une affaire, mais c'est plus que ça. Justement, ce qui est passé à l'as aussi, c'est les condamnations qui ont été portées par la justice. Vous voyez que je cite 2 cas où la justice fait bien son boulot. C'est dans l'affaire du French bukkake. Le bukkake, on le sait, c'est une pratique porno particulièrement dégueulasse qui consiste à entraîner une fille dans un endroit où on va la faire déshabiller, on va la mettre par terre et il y a une 50aine de mecs qui vont lui éjaculer dessus et c'est la souillure qui est le principe de l'excitation sexuelle. Donc c'est un débat très important que celui du porno, parce que évidemment on ne va pas entrer à l'intérieur des esprits pour essayer de savoir quelles sont les bonnes ou mauvaises façons d'être excité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une industrie dans laquelle aujourd'hui ce qui est en cause, ce sont des viols en réunion, des viols aggravés, de la traite d'êtres humains, etc. Et ça, on n'en a pas assez parlé. Alors même que un rapport très important signé par 4 sénatrices transcourant, ça va du Parti communiste au LR en passant par l'EPS et les centristes, un rapport très étayé montre que
le problème du porno, de l'industrie porno, c'est la façon dont, pour faire ces films, on n'est pas sur la question de la, comment dire, il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit. Il s'agit de veiller à ce qui se passe là-dedans. Parce Et, que dans cette et le affaire, point auquel pardonnez-moi, je voulais arriver quand même, c'est l'inégalité sociale. L'industrie du porno, c'est des milliards et des milliards. Celles qui en sont les victimes, c'est toujours les mêmes. C'est les femmes des classes populaires. C'est les femmes vulnérables socialement et personnellement. Et celles-là, on n'en parle pas assez. La dimension sociale de MeToo est un grand sujet qui est encore devant nous. parce que dans la question du porno que vous évoquez, il y a donc le volet qui est le volet judiciaire aujourd'hui, où la question posée est la question du consentement, de l'emprise. Si vous pouvez dire quelques mots à ce sujet, Irène Théry. Attendez, j'ai pas bien compris votre question. Donc il est question finalement d'actrices qui ont été forcées ou de personnes qui ne voulaient pas être actrices et qui ont été aujourd'hui entraînées dans cet engrenage-là. On a reconstitué, alors on ne va pas entrer dans le détail, moi je dis intéressons-nous à ce sujet. Si ces hommes, il y a eu au moins 16 mises en examen, etc., c'est parce qu'effectivement, il y avait des méthodes qui n'étaient pas des méthodes de recrutement normales pour faire des films pornographiques, bien sûr. Et de l'autre côté, la question qui est posée par ce rapport du Sénat que vous évoquiez, Irène Théry, justement, c'est la manière dont cette fois-ci le porno participe ou pas de la culture sexuelle des individus, de cette civilité sexuelle ou de cette absence de civilité sexuelle. Et cela aussi, ça pose... C'est un vrai grand sujet. Dans le passé, j'ai essayé de montrer que coexistaient en quelque sorte deux sexualités. Une sexualité honorable dans le mariage. Coexistait, c'était organisé. Stefan Zweig le montre très bien dans son livre Les Mémoires d'un Européen, Ce monde d'hier. À côté de la sexualité dite honteuse. Elle coexistait. Et ça passait par les secrets de famille, les hommes qui prennent l'arrière-cour, etc. Aujourd'hui, on a bien aussi la même chose. On a la coexistence, si vous voulez, d'une nouvelle civilité sexuelle dans laquelle on dit le sexe, c'est pas mauvais. La sexualité, ça n'est ni un péché ni un vice, mais il n'y a pas une bonne et une mauvaise sexualité. En revanche, il y a une règle, ça s'appelle le respect de la personne d'autrui. Le respect de la personne d'autrui. Or, le problème du porno, c'est qu'il développe en quelque sorte des images qui sont fondées entièrement sur le présupposé inverse. C'est-à-dire que le ressort de l'excitation, c'est le racisme, le sexisme, l'homophobie, la souillure, la domination. Alors, c'est un vrai problème pour la démocratie, ça. Alors, et je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'on ait un débat qui soit à la mesure, justement, ce rapport essaye de le dire. Il ne s'agit pas de dire on va interdire le porno, etc. Mais il s'agit, d'avoir une politique jeune quand même, et de savoir comment on fait progresser une éducation à ce double standard qui est devant nous quand on apprend que une recherche sur 5 sur smartphone, c'est pour un site classé X. Voilà. Donc là, on est un peu en tension entre une chose et son contraire, une civilité et son contraire. Il faut qu'on en ait une conscience collective. Moi, je n'ai pas la solution à ça, mais je pense que développer largement ce sujet, c'est vraiment important. Mais alors, comment changent les sociétés justement à cet égard? Alors là, vous évoquez la civilité sexuelle, Irène Théry, mais si on essaye de voir l'évolution, puisque finalement, le fait que le porno n'ait pas fait sa révolution d'après le rapport sénatorial en question, cela signifie qu'il y a un décalage. Comment réduire ce décalage? Est-ce qu'il est possible de le réduire? J'en sais rien, moi. Je veux déjà qu'on pose la question. Ce qu'on peut voir, justement, c'est que malheureusement, le ressort qui est recherché, c'est un ressort complètement contraire aux valeurs qu'on veut défendre par ailleurs dans l'ordinaire. Alors on va dire, bon, le porno, vous comprenez, c'est l'imaginaire sexuel. Donc il ne s'agit pas d'en appeler à des interdictions. Mais il s'agit au moins d'avoir, je pense, comme le disent les sénatrices d'ailleurs, éduquer. Les jeunes hommes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils se retrouvent dans ces conceptions machistes de l'excitation sexuelle? Est-ce que c'est ça leur idée du sexuel? C'est ça leur idée du plaisir? C'est ça les questions intéressantes à se poser. Et ça, c'est l'objet d'une conversation qui devrait être celle de la société elle-même.
Irène Théry, ces 5 ans de MeToo ont été l'occasion d'un certain nombre de prises de parole, prises de parole qui souvent ont eu beaucoup d'écho. Je vous propose d'entendre la journaliste Iris Bray, c'était le 4 novembre 2019 à propos de la prise de parole d'Adèle Haenel sur Mediapart qui marque un tournant pour le MeToo. En France, Adèle Haenel avait dénoncé des abus dont elle avait été victime dans le milieu du cinéma alors qu'elle avait entre 12 et 14 ans. On écoute. Je pense qu'on vient d'assister à quelque chose de très important parce que jusqu'à maintenant, en France, on n'a pas vraiment voulu avoir ces conversations post-MeToo. On n'a pas vraiment voulu avoir notre Weinstein. On a voulu protéger les artistes, on a voulu protéger le cinéma. Et en pensant qu'on protégeait ces hommes et ces œuvres, on a oublié d'écouter. Et là, ce qui se passe avec Adèle Haenel, c'est qu'on l'entend, et on l'entend très clairement. Et je pense que son témoignage est aussi important parce qu'elle parle de son expérience personnelle, mais qu'elle la place dans un système et qu'elle nous montre comment un système est mis en place pour que les victimes ou les survivantes ne puissent pas être entendues. Et je pense que ça, c'est très difficile à entendre en France. Enfin, il y a une culture du viol à la française. C'est Valérie Rey-Robert qui a écrit un livre là-dessus. On est coincé dans des concepts comme la galanterie, comme l'artiste qui serait amoureux de sa muse, dans des rapports en fait qui sont basés tout simplement sur une asymétrie de pouvoir. Et notre érotisme à la française se base sur cette idée de domination masculine. De la voix d'Iris Bray. Un commentaire, Irène Théry, à ce que vous venez d'entendre. Je dirais que par rapport à l'ampleur de cette révolution du consentement qui fait qu'aujourd'hui, c'est le consentement à l'acte sexuel qui, pour nous, fait la part entre une sexualité acceptée et une sexualité condamnée. C'est un immense changement à l'échelle historique. Je pense que la tentation de désigner, on va dire, des ennemis, on va dire, ça serait la faute à ceux-là. Moi, je pense que ça reste quelque chose d'un peu en deçà des enjeux. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait eu un système qui ait voulu organiser le viol, par exemple. Je crois que ça, c'est une vision. Vous voulez dire que le terme de complotiste. culture du viol... Oui, enfin, il y a plusieurs sens à ce mot, mais disons, quand le culture du viol, ça veut dire, si vous voulez, que tout homme est un violeur en puissance, ou que tout rapport hétérosexuel, entre un rapport hétérosexuel et un viol, il n'y a qu'une différence de degré, ça ne me paraît pas très sérieux. Par contre, là où elle a raison, c'est que effectivement, moi j'ai beaucoup aimé la prise de parole d'Adèle Haenel, même si j'étais en désaccord avec elle, parce qu'à l'époque, elle ne voulait pas porter plainte, mais après, elle l'a fait, et donc elle a eu raison de le faire. J'ai entendu chez elle l'idée... je la pensais très sincère, l'idée, je dois témoigner, non pas pour moi, c'est pas mon cas, c'est exactement ce que j'ai fait moi-même, si je veux dire, c'est pas pour mon cas, c'est pour que mon récit, parmi d'autres, contribue à un changement des mœurs dans le milieu du cinéma. Et il y a le cinéma, mais il y a la télé, etc. Aujourd'hui, on n'a pas eu encore notre grande affaire du cinéma en France, mais on a eu notre grande affaire de la télé, ça s'appelle l'affaire PPDA. Un peu avec Adèle Haenel quand même. C'était pas la même chose. C'est-à-dire, son affaire était importante, mais disons que son affaire était importante, mais elle n'a pas eu le retentissement qui allait au-delà de son affaire à elle, c'est ça que je veux dire. Elle n'a pas ouvert les bouches, la discussion sur des problèmes généraux, il ne me semble pas. En tout cas, alors que par exemple, aujourd'hui, sur la question de la télé, le débat est ouvert. C'est-à-dire, il y a eu effectivement des abus systémiques, on pourrait dire, de la part de puissants journalistes dans les milieux de la télé. La question est ouverte. Il y aura peut-être voilà. Je pense qu'elle a ouvert une voie de façon très, très honnête et impliquée. Et donc, ça va se poursuivre. Il faut que ça se fasse simplement dans le respect des valeurs démocratiques fondamentales. Si je vous ai fait entendre aussi cet extrait, Irène Théry, c'est parce qu'on a débuté cette discussion sur MeToo par le début de MeToo. Et le début de MeToo, c'est l'affaire Weinstein aux États-Unis. Autrement dit, une affaire qui se déroule dans les milieux du cinéma. Et je voulais vous faire entendre quelque chose qui avait trait justement au milieu du cinéma aussi en France. Est-ce que ça signifie que pour l'instant, puisque vous évoquiez la question sociale, vous êtes sociologue, sur le plan donc de la diffusion au sein de la société de cette parole et de cette libération de la parole, comment les choses se déroulent-elles selon vous ?
Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui au milieu du gué. C'est-à-dire que 5 ans après MeToo, personne, je crois, n'oserait sous-estimer ce qui est apparu quand un continent d'agressions, de harcèlement, de violences sexuelles est apparu. Les moniteurs, les entraîneurs de sport, les chefs cuisiniers, etc. etc. Ça n'arrête pas. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut nier cela. Et donc, nous sommes au milieu du gué au sens où, d'un côté, la parole, en particulier des femmes qui dénoncent des agressions sexuelles qu'elles ont subies adultes, reste encore très difficile à entendre. Et je pense que justement le livre d'Hélène Devinck le montre. Le livre d'Hélène Devinck, il faut rappeler en quelques mots. Qui concerne justement l'agression de très nombreuses femmes qui témoignent collectivement dans l'affaire PPDA. Et donc, elle montre à quel point le fait de prendre la parole les fait subir en retour tout un ensemble d'insultes, de mises en question, de soupçons, etc. Donc, de ce point de vue-là, ça n'a pas trop avancé. Mais de l'autre, et c'est ça qui rend la situation actuelle compliquée, de l'autre, MeToo a avancé au point qu'aujourd'hui, on pourrait dire que les croisades pro-MeToo deviennent dangereuses parce que, justement, elles peuvent essayer de s'exonérer, on va dire quelquefois croire pouvoir s'exonérer des règles fondamentales du droit, du respect de la liberté d'autrui, du respect du contradictoire, de la présomption d'innocence et tout ça. Et donc, je pense qu'il faut trouver c'est pas un juste milieu, d'ailleurs, c'est une position solide voilà. MeToo est un changement de la démocratie ne doit pas y rester, on va dire. Irène Théry, moi aussi, La nouvelle civilité sexuelle, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions du Seuil. Merci d'avoir ouvert avec nous cette journée que France Culture consacre au hashtag MeToo 5 ans après. Dans quelques instants, vous retrouvez le point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin.